Monde numérique. Si on compare l'évolution des fichiers malicieux détectés chez nous, chez Kaspersky, depuis l'année 2020, aujourd'hui, nous sommes pour 2024 à 467 000 fichiers, nouveaux fichiers par jour. Et on va se pencher sur ce qui nous attend en 2025 en matière de cybersécurité et de cybercriminalité. Bonjour Amine Azbini. Bonjour. Vous êtes directeur régional de recherche de la chasse aux menaces chez Kaspersky. Vous avez réalisé plusieurs études qui montrent que les cybercriminels utilisent de plus en plus l'intelligence artificielle pour commettre leurs méfaits. Expliquez-nous ça. Je précise que cette interview est réalisée dans le cadre d'un partenariat entre Kaspersky et Monde Numérique. Oui, exactement. Il y a des modèles, ce qui s'appelle les LLM, Language Learning Model. C'est des modèles de IA qui peuvent être installés dans des systèmes dédiés, pas en ligne, et peuvent faire un fonctionnement, ils peuvent être configurés, entraînés, etc. C'est-à-dire qu'ils ont leur propre ChatGPT, en fait, mais qui sont spécialement entraînés pour faire des cyberattaques. Bien sûr, les cybercriminels, ils n'ont pas toujours les mêmes capacités que, par exemple, les grandes entreprises de technologie ou les États, etc. Mais ils ont certainement des capacités qui sont pas négligeables et qui permettent de faire des dégâts, surtout quand ça se développe d'une façon, un peu cachée et privée, pas en ligne, personne ne peut voir. Ils peuvent développer certaines fonctionnalités et après les utiliser. Après, il y a l'écosystème du marché noir qui permet de vendre, de travailler ces services. Donc, il y a surtout maintenant sur le marché noir, il y a plusieurs types de chat GPT, mais plutôt orientés criminalité, comme Evil GPT ou Wolf GPT, etc. C'est ce type de GPT qui permettent ou qui aident les groupes d'attaque à créer des nouvelles menaces, créer des fichiers malicieux beaucoup plus rapidement qu'au passé. Vous avez des exemples de choses qui ont été faites comme ça, qui ont été générées comme ça? Si on compare l'évolution des fichiers malicieux détectés chez nous, chez Kaspersky, depuis l'année 2020, aujourd'hui, nous sommes pour 2024 à 467 000 fichiers, nouveaux fichiers par jour. C'est immense, c'est vrai, mais ce qui est différent, c'est que entre les années 2020 et 2023, on a fait entre 3 et 5,7 maximum augmentation par année. Donc ça s'est emballé en 2024, c'est ça que vous voulez dire? Du nombre de fichiers malicieux par jour. Là, en 2024, nous sommes à 14% de augmentation par rapport à 2023. Mmh. Et j'imagine qu'en 2025, ça va être pire. On peut imaginer qu'en 2025, ça pourrait être, l'évolution pourrait continuer. D'une autre manière aussi, on a fait une étude l'année dernière sur les emails de phishing. C'était un grand projet qui a analysé 8 millions de fichiers malicieux, des fichiers de emails malicieux. On a fait ce qui s'appelle l'analyse linguistique des emails, qui permet de faire une détection des mots les plus utilisés par les variations de GPT. Les LLM comme ChatGPT, ils utilisent certains mots plus que les autres. Alors, il y a des algorithmes qui permettent de faire une détection si un certain texte, si certaines phrases sont plus ou moins écrites par un ChatGPT ou une variation. Et donc là, on a trouvé que début de l'année dernière, on était à 21% de emails de phishing qui étaient suspects d'être écrits par des bots, par des robots, par des GPT. D'accord. C'est du phishing, c'est des emails malicieux qui essayent de faire de la collection de données, collection de informations financières, etc. Mais c'est quoi les tendances? C'est je me fais passer pour votre banque, je me fais passer pour une star de cinéma. Enfin, qu'est-ce que vous repérez le plus? C'est 8 millions de fichiers, donc c'est vraiment tout. Pourquoi est-ce que les cyberpirates ont intérêt à avoir leur propre LLM? Ils peuvent pas utiliser tout simplement ChatGPT comme tout le monde? C'est juste que quand on installe un LLM local, on a la capacité de le configurer, de l'entraîner, de changer son fonctionnement. Tout est privé, tout reste dedans, tout reste ici. Et c'est pas quelque chose qui est possible quand on travaille avec un service en ligne. Les modèles utilisés, c'est quoi? C'est des modèles qu'on connaît? Enfin, c'est de l'open source? Ils utilisent quel type de LLM? Exactement, c'est bien dit. C'est des modèles open source, la plupart du temps basés sur des variations de Llama ou Quant ou les autres modèles open source.
Waouh, c'est un peu le revers de la médaille de l'open source, ça, finalement. Oui, oui, exactement, exactement. Ouais. Donc on peut dire que vraiment, l'IA et ces outils d'IA ont décuplé les moyens des cybercriminels ces dernières années? On peut dire que ça évolue partout. Nécessairement, c'est une évolution dans la bonne direction, mais un peu aussi dans la mauvaise direction. Espérons que ça ne sera pas beaucoup dans la mauvaise direction, Ouais, parce que nous sommes en train d'attendre maintenant. Alors, nous sommes en train de chercher maintenant, alors comme je travaille dans la chasse des menaces, nous recherchons et nous traquons les groupes d'attaque. Ce qui se passe, c'est qu'on attend maintenant, dans nos observations, de voir un comportement agent d'attaque, agent ouais. automatique, qui infiltre une entreprise, qui saute entre les serveurs ou les systèmes en secondes, quoi. Alors Et attendez, pour qu'on comprenne bien, en quelques mots, dans un langage simple, c'est quoi un agent? Moi je le sais, mais les gens qui nous écoutent le savent pas forcément. C'est quoi un agent d'IA? Qu'est-ce que ça changera? un agent d'IA, c'est comme un employé, c'est comme un système virtuel qui fait le travail d'une personne. Quand installé dans un système, dans une entreprise, il va essayer de faire la collection des données importantes. Il va essayer de cibler les serveurs, de faire même la prédiction où chercher les données importantes et de les envoyer vers voilà, l'entité qui le gère Mmh. ou les serveurs des groupes d'attaque. Donc ça va beaucoup plus loin qu'un simple code malicieux, quoi. Beaucoup plus vite aussi. Oui, il peut passer d'une application à une autre, et cetera? Oui, exactement. Il peut passer entre les applications, entre les systèmes, sur les réseaux. Ils peuvent faire la recherche automatique des vulnérabilités dans des entreprises pour les exploiter. Ou parfois, dans des cas un peu futuristiques ou un peu avancés, peut-être des capacités qui sont pas disponibles pour tout le monde, mais peut-être développer des exploits ou des zero day, des exploitations, des capacités pour Mmh. dépasser les paramètres de défense ou les systèmes de défense. Les 0 days, c'est des failles qui n'ont jamais été exploitées, en fait, c'est ça? Exactement. Et pas exploité et pas fermé aussi. Donc, Ouais. Mmh. Ah oui, oui, pas colmaté, pas réparé. pas réparé aussi. Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Amine Asbini, bon, face à cette menace, est-ce que vous aussi, professionnel de la cyberdéfense et de la cybersécurité, l'IA est également pour vous une aide? Est-ce que vous utilisez également, vous, l'intelligence artificielle face à cette nouvelle cybermenace? Nécessairement. Ça fait longtemps qu'on utilise le machine learning chez Kaspersky. Plus que 20 ans, en fait, que nos programmes déploient ou impliquent des codes ou des algorithmes de machine learning qui aident à la détection, à éviter les dangers chez les utilisateurs. Cela dit, nous avons des nouveaux projets aussi qui font la recherche aux menaces aussi. Donc là, j'ai travaillé sur un projet l'année dernière de machine learning qui a permis de faire la chasse aux menaces partiellement dans les données de télémétrie. Donc là, notre rôle, c'est la chasse aux menaces. Ben, on a dû concevoir un robot qui va regarder des millions de fichiers chaque jour, qui va nous dire, ah voilà, moi j'ai trouvé 10 000 de ces fichiers qui vont être les plus malicieux, les plus suspicieux et qui vont permettre de détecter des nouvelles menaces, des nouveaux attaques ciblant les utilisateurs, mais surtout aussi les entreprises. Est-ce que la réglementation peut aider à endiguer ce phénomène? En fait, c'est comme la course nucléaire. En fait, si on contrôle pas, si on réglemente pas, si on soit pas en agrément au niveau global, bah, ça pourrait aller dans le mauvais sens très vite. Mais réglementer, ça veut dire quoi? Parce qu'on pourra faire des règlements, pas ça qui va empêcher les cybercriminels d'utiliser des LLM. C'est la réglementation sur quoi? Sur la diffusion des codes, et cetera? Ça doit être au niveau de l'accès aux technologies, l'accès aux services, à l'accès au hardware aussi. Donc l'accès au matériel qui pourrait être utilisé pour développer ce type de technologie. Il faudrait que l'accès au data center, les ventes de cartes graphiques, par exemple, enfin de cartes graphiques, les ventes de calculateurs d'IA soient encadrées? Exactement. Et nous sommes là déjà sur voilà des capacités. Alors, c'est pas tout le monde qui a des milliards de dollars, des billions de dollars, mais voilà, c'est juste que l'accès au hardware doit être très bien contrôlé aussi. Les derniers data centers de Nvidia, ils peuvent faire théoriquement plus que la capacité humaine de processing, de penser en petaflops. C'est très cher, bien sûr, mais c'est très cher maintenant.
C'est ce type de data center qui peuvent facilement faire un développement de code. Ouais. On peut imaginer que ChatGPT, c'est un outil qui sert des millions de personnes chaque jour. Voilà, on peut créer un fichier malicieux dans 5 secondes Mmh. et on peut, voilà, nécessairement en même temps observer que, bah, d'ici quelques années, ça pourrait aller mal très vite. Récemment au CES de Las Vegas, justement, Nvidia a présenté un nouveau, petit calculateur, un petit ordinateur, Mmh mh. Mmh. présenté comme hyper puissant. Voilà, c'est, 1000 fois la puissance d'un ordinateur actuel. C'est l'équivalent d'un data center qu'on peut installer sur son bureau et qui coûte à peine 3 000 $. C'est hyper séduisant pour une utilisation saine, on va dire, de l'intelligence artificielle. Mais là, finalement, c'est une arme potentielle pour les cybercriminels, ce type de matériel également. Nécessairement, nécessairement. On parle pas seulement de l'accès au voilà hardware pour développement de code malicieux, mais aussi sur au niveau biologique, médical aussi la capacité de faire des recherches de développement de virus, par exemple, menaces humaines contre les humains, menaces virologiques, Ouais. virus voilà réels en fait. C'est pas simple. On n'est pas là au niveau utilisateur au moment. Le grand danger, c'est plutôt l'accès aux data centers, les grands data centers. Et là, on parle plutôt des, voilà, des capacités niveau État. Parfois, il y a des groupes d'attaques qui peuvent faire une compromission des data centers dans un autre État et les utiliser pour des objectifs malicieux. Ah ouais, Et, sans qu'on s'en rende compte? sans qu'on s'en rende compte, sans qu'on sait ça vient d'où, etc. On sait qu'aujourd'hui, les réseaux de cybercriminels sont de vrais réseaux mafieux, donc ils ont des moyens, eux aussi. Ils ont des compétences techniques et ils ont de l'argent. Oui, ils ont les cartels et les mafias, oui, ils ont les capacités. Pareil pour si les armes nucléaires étaient disponibles pour achat, peut-être. Ouais, c'est exactement ça. C'est comme si on imaginait de la libre circulation de composants d'armes nucléaires ou bactériologiques, et cetera. Mais c'est intéressant parce qu'on comprend bien, de manière concrète, la menace que ça représente et ça éclaire mieux, les mises en garde que certains peuvent faire par rapport à ça, hein. Quand on dit que, voilà, l'IA est une opportunité fantastique et c'est aussi une menace très importante. En même temps, les États, ils sont dans ce dilemme. Est-ce qu'on veut faire la course économique, le développement, ou est-ce qu'on veut se méfier? Se méfier, c'est voilà, ça va avec limiter l'accès, limiter le potentiel, peut-être aussi, ce qui Mmh. est voilà un dilemme très très dur. Est-ce qu'il y a encore des conseils à donner aux utilisateurs face à ça? Alors que ce soit les utilisateurs, privés ou les entreprises, on a l'impression qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose à part regarder les trains passer, finalement. Ça dépend des capacités, ça dépend de l'utilisateur. L'utilisateur normal, là, chacun, il a des responsabilités. C'est une responsabilité partagée de s'éduquer sur les cybermenaces, de voir comment une attaque pourrait abuser de nos systèmes, de nos services. Nous sommes dépendants sur la technologie ces jours-là. Et avec cela viennent des responsabilités que bah, on a besoin de gérer les systèmes dans les entreprises, comme dans la famille, etc., comme le Wi-Fi de la maison aussi. Et il faut surtout s'éduquer sur les menaces pour éviter les dangers. Et après, bien sûr, mettre à jour les appareils et les logiciels de façon régulière. Ouais. Utiliser un minimum de défense, là, les applications de défense au niveau utilisateur, au niveau mobile, les téléphones, mais aussi au niveau des entreprises. Au niveau des entreprises, il y a des mécanismes de défense, voilà, multi-layered, donc plusieurs étapes, Plusieurs couches. etc., plusieurs couches. C'est facile, ou ça dépend. Faire attention à ce qu'on reçoit sur les SMS, les emails, faire attention, se méfier des Wi-Fi. On a fait une étude autour des Olympiades début de l'année dernière et on a trouvé que proche de 25% des Wi-Fi à Paris, c'était pas suffisamment sécurisé contre voilà quelqu'un qui veut écouter le trafic ou se mettre au milieu pour écouter voilà l'envoi et Ouais. la réception qui peuvent voilà. Donc, contre ça, ne jamais utiliser, des Wi-Fi ouverts, sans VPN, par exemple. Se méfier, Wi-Fi dans les hôtels, dans les restos, dans les aéroports, même parfois dans la maison, si on n'est pas bien éduqué, si on ne sait pas ce qu'on a à la maison, on peut avoir des systèmes qui n'ont pas de mise à jour, qui peuvent être exploités par n'importe qui dans, voilà, quelques secondes. Voilà, il Mmh. faut se méfier. Il faut se méfier.
Merci beaucoup, Amine Hasbini, directeur régional de recherche de la chasse aux menaces chez Kaspersky.